Après Zoro qui a éveillé son Haki des rois dans la gare de Nagashima il y a de ça 5 ans maintenant, c'est au tour de Sanji d'être officiellement confirmé aujourd'hui comme un utilisateur du Haki royal. Ce pouvoir sommeille en lui, il n'attend qu'à être éveillé et c'est très probablement ce que les prochains chapitres vont nous réserver. Je vous explique ça dans les moindres détails. Ce n'est pas le seul sujet de cette review, on analysera absolument tout sur les nouvelles techniques d'Imu, la défaite de Loki, la libération de Gunko ou bien encore ce que le combat entre Imu et Luffy va nous réserver. Car mesdames et messieurs, marquez ce jour d'une croix. Le combat entre Saint-Imu Nerona et Monkey D. Luffy a officiellement débuté. Luffy affronte le boss final du jeu. C'est littéralement un avant-goût de la fin de One Piece qui se dessine sous nos yeux plus que jamais. Yo les bros, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle review, c'est Goji bien évidemment et je serai avec vous tout le long pour répondre aux moindres questions que vous avez sur ce chapitre. En parlant de questions, j'en ai une pour vous moi. Après Luffy, Zoro et Sanji là, les Mugiwara auront-ils d'après vous un 4e utilisateur de Haki des rois et si oui, lequel? J'attends vos commentaires et arguments. De mon côté, j'y réponds un petit peu plus loin. En fait, non, j'ai même une autre question pour vous et elle concerne Zaza. Oui, c'est la déesse de la pluie qui peut inonder le monde, blablabla, elle incarne la terreur, ok. Mais pourquoi voir le mal de partout alors qu'elle peut littéralement nous aider à diluer le délicieux Oli que je vais vous présenter là, maintenant, tout de suite? Alors les bros, je vous sers quoi? Moi perso, c'est assez simple. Je prends un petit Oli énergie pour un coup de boost si je me sens fatigué. Je prends un Ice Tea pour ce goût soda, mais sans le côté trop sucré ou calorique, car Oli est sans sucre ni taurine et avec des arômes et colorants naturels. Pareil pour un Oli hydratation qui va davantage représenter une boisson fraîche, donnant un goût délicieux à mon eau. Et oui, j'ai sous-entendu que l'eau de pluie de Zaza pourrait diluer du Oli. C'est dégueulasse, ne faites pas ça évidemment. Prenez de la bonne eau plutôt. D'ailleurs, rien ne remplacera l'eau, pas même Oli, aussi bon et meilleur soit-il, comparé au soda traditionnel. Moins de 20 calories et moins de 80 centimes par portion. Non, faut avouer que c'est le vrai plaisir non coupable que tu peux te permettre. Et justement, si je veux vraiment me faire plaisir sans culpabiliser, alors je me fais un petit milkshake qui ont récemment été ajoutés aux gammes d'Oli. J'ai eu l'occasion de tester quasiment tous les Oli. Moi, mon petit préféré, c'est le citron vert matcha menthe et je peux vous assurer qu'il y a forcément un banger à votre goût qui vous attend et rien de mieux que commencer avec le starter set deluxe qui inclut un shaker et plusieurs sachets de différentes gammes. Si tu es intéressé, alors c'est très simple, tu te rends sur le site en utilisant mon lien en description ou tu utilises le QR code à l'écran, tu choisis ce qui te chauffe et tu utilises le code GOJI pour moins 10% sur ta commande. Vraiment, n'hésite pas et surtout, n'utilise toujours pas l'eau de pluie, j'ai juste fait ça pour la vanne de Zaza. Voilà, après cette courte page de pub, on se penche enfin sur l'analyse du chapitre qui reprend donc là où le dernier s'est arrêté, c'est-à-dire à la grosse mandale que Luffy a portée à Imu. Comme je vous le disais, ça avait beau l'air d'être dramatique, avec la grosse scène ressemblant à la pépite que Luffy avait mis à Carlos et tout. Le seul effet que ça a vraiment eu, c'est de repousser Imu quelques centaines de mètres plus loin. Pendant ce temps-là, le roi démon ne se laisse pas abattre et contre-attaque aussitôt, allant même jusqu'à mettre Loki hors d'état de nuire, laissant Luffy seul face à Imu. C'est la première partie de ce chapitre et on va déjà prendre un petit peu de temps pour l'analyser pleinement. Imu dévoile aujourd'hui encore de nouvelles attaques, encore de nouvelles compétences, ça n'en finit pas. Chaque chapitre avec lui, c'est un feu d'artifice de technique qu'on a toujours un petit peu de mal à cerner, mais franchement j'aime bien, parce que voilà, on sent que dans la guerre finale et lorsqu'il dévoilera toute la puissance qu'il n'a sûrement pas ici, qui peut être bridée, Imu nous fera comprendre pourquoi il est vraiment le roi du monde. La principale technique du jour, c'est Stigma, l'épée du démon rancunier. De ce qu'on semble comprendre de cette compétence, Imu invoque à nouveau des flammes vivantes qui s'accrocheront à la cible et qui serviront à verrouiller la prochaine attaque d'Imu, une gigantesque épée noire de Haki des rois et de Omen, transperçant absolument tout ce qu'elle touche. Loki a été la cible en visant une plaie qu'il avait déjà, celle laissée par l'attaque Némésis quelques chapitres plus tôt, le mettant ainsi KO technique. Parce que la vraie force de cette attaque, c'est que si elle s'accroche à ton corps, tu ne peux absolument pas l'esquiver. C'est littéralement un rayon laser qui te traverse de part et d'autre. Luffy l'aura d'ailleurs bien compris et ne laissera pas le temps au petit démon de s'agripper à lui, il n'a eu qu'à jeter sa veste pour rediriger l'attaque d'Imu dans le vide. Bon, du coup la stratégie de jeter ses fringues, elle ne marchera probablement pas très longtemps et je le redis mais c'est vraiment une technique de dingue que nous dévoile Imu tout en persistant à utiliser diverses formes d'épée. Celle d'aujourd'hui ressemble davantage à mon avis à celle d'Harald qu'à celle de Mihawk comme lors de sa technique Némésis. J'ai peut-être une idée de pourquoi cette ressemblance avec la lame de l'ancien roi d'Elbaf et ça se trouve dans le nom de cette technique tout simplement. L'épée du démon rancunier, c'est Imu. En fait, c'est lui qui est rancunier envers Loki d'avoir tué Harald, lui qui aurait pu leur offrir les géants d'Elbaf sur un plateau d'argent. Imu en veut à Loki, preuve en est avec la fin du chapitre 1181, il tient une vraie rancune envers le fils d'Harald pour la mort de ce dernier. Et quoi de mieux que d'utiliser une technique pareille avec l'image de l'épée du plus aimé des rois d'Elbaf et de son père.
Autre point à relever concernant le nom de cette technique, stigma est un mot grec ancien signifiant piqué, voire même tatoué, en raison de la marque laissée au fer rouge, notamment chez les esclaves fugitifs. Alors ouais, effectivement, sacrée piqûre pour Loki, il a bien dû la sentir passer celle-là. Cette attaque laissera donc probablement des séquelles, des stigmates, qui sont justement des marques laissées sur un corps meurtri. Donc encore une fois, c'est une sacrée répétite que nous avons là dans les attaques d'Imu, le nom en grec ancien pour bien souligner le caractère très vieux et antique du personnage, l'invocation d'épées quasiment divines style Damoclès que Loki ne parvient jamais à éviter. On voit des récurrences dans ces techniques, je trouve ça super intéressant et intriguant. Puis quand même, après les thèmes de dieux, de démons et d'anges déchus, on a une nouvelle connotation biblique avec les stigmates, qui sont les marques laissées sur le corps du Christ. Ce combat et même cette fin de One Piece prend vraiment des proportions divines dans absolument tous les sens du terme. Par contre, concernant cette nouvelle attaque d'Imu, elle nous donne encore une fois la sensation d'absolument rien savoir sur les compétences de ce type et sur l'origine réelle de ses pouvoirs. Il reste tout autant mystérieux qu'il y a 2 mois quand ils ont commencé à être utilisés. Donc quoi de mieux que de se replonger dans notre ressenti des chapitres 1179 et 1180 il y a 2 mois, à savoir que Imu, en tant qu'utilisateur du fruit du démon, serait purement et simplement capable d'utiliser tous les pouvoirs des utilisateurs de fruit du démon. Nous avons eu un environnement prenant vie, dansant et chantant, c'est le Soru Soru no Mi. Nous avons eu des explosions, c'est le Bomu Bomu no Mi. Nous avons eu des petits démons volants, c'est le Kage Kage no Mi. Nous avons eu la création d'armes et de projectiles, c'est le Buki Buki no Mi. Nous avons même eu un power-up physique d'Imu qui augmentera sa taille, c'est le Deka Deka no Mi. Pour Imu, tout ça vient d'une chose, ce qu'il considère comme sa puissance militaire, c'est son Omen, traduit littéralement par aura démoniaque. Démoniaque comme son fruit du démon, le Akuma no Mi, comme précisé dans sa présentation, dont l'écriture diffère d'un fruit du démon classique. Démon s'écrit non pas en kanji, mais en katakana. Le fruit du démon lui permettant donc, à travers son énergie, son haki, de matérialiser ou d'utiliser toutes les formes de pouvoir existant dans ce monde, des pouvoirs dont il serait lui-même à l'origine. C'est littéralement l'antagoniste ultime, le père d'absolument tout, celui qui peut prendre toutes les formes, contrôler tous les hommes et utiliser tous les pouvoirs. Car depuis les 1180 chapitres que compose One Piece, aucun pouvoir, aucun fruit du démon, rien n'a montré une telle palette d'utilisation, aucun des effets de ses attaques ne se ressemble, même Luffy qui joue avec le feu, la foudre et tout ça, n'a pas un dixième de la diversité des attaques d'Imu. Par contre, cette diversité, nous l'avons bien à travers tous les fruits du démon du manga, ça ne fait quasiment aucun doute. Imu sera le condensé, la parfaite compilation de tous les pouvoirs que nous avons vus jusqu'à présent. Mais du coup, cet avantage considérable que ça représente, ce caractère d'invincibilité que ça inspire, ne serait-ce pas aussi pour nous une façon concrète de s'imaginer la fin d'Imu? On s'est posé des milliards de fois les mêmes questions autour des antagonistes finaux et de leur combat dans One Piece. Mais si on avait déjà la réponse, là, dès maintenant. Imu serait à l'origine de tous les fruits du démon ou pourrait utiliser tous leurs pouvoirs. Ok, à ce stade-là, ce n'est qu'une théorie, mais une théorie qui est parfaitement envisageable et imaginable. Mais si parmi ces fruits du démon, un seul était absolument indomptable, un seul de ces fruits serait la clé de la faiblesse du Akuma no Mi originel. Ce fruit, c'est le Yami Yami no Mi. C'est bien d'avoir le pouvoir de tous les fruits du démon, mais c'est encore mieux d'avoir le fruit du démon le plus démoniaque de tous, d'après les mots de son propre utilisateur. Le fruit du démon qui est le seul à non pas pouvoir copier ou reproduire le pouvoir des autres comme celui d'Imu, mais de littéralement les annuler, de les nullifier. N'est-ce pas ça le vrai rôle du Yami Yami no Mi finalement? Vaincre ce qu'on peut considérer comme son créateur? N'est-ce pas le rôle de Barbe Noire que de vaincre Imu grâce au fruit représentant sa parfaite faiblesse? Et puis finalement, ça ne ferait pas non plus sens quand Chebek, le père de Barbe Noire, a été introduit en venant en personne sur Marie-Joise dans la chambre fleurie pour menacer Imu de son retour ici un jour, un retour qu'il n'a jamais pu faire, mais peut-être que son fils pourra faire à sa place. Non, attendez, ce n'est pas tout. David D. Jones était l'ancien roi du monde, les bros. Officiellement ou non, c'est Imu qui a pris ce rôle et ce titre après sa disparition. David Jones est l'ancêtre de Teach. Teach est l'héritier de la famille Davy, l'héritier de leur volonté. Il est celui créé pour un seul objectif, celui de venger les Davy et d'infliger leur souffrance à Imu. La vérité, c'est qu'actuellement, Teach a quasiment plus de raisons personnelles et scénaristiques de vouloir et pouvoir vaincre Imu qu'en a Luffy. Car peut-être qu'après tout, si Joy Boy n'a pas réussi à venir à bout d'Imu, c'est que ce n'était pas son rôle, il ne pouvait pas, son fruit du démon ne pouvait pas, Nika ne pouvait pas. Seules les ténèbres peuvent engloutir le démon et le roi du monde. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce build ces dernières années autour de Teach et du gouvernement qui va jusqu'à aller chercher à prendre l'apparence d'un doyen. Oda va provoquer la chute d'Imu
à travers et grâce à Teach. D'un autre côté, ça ne signifie pas que Teach va prendre la place du héros en vainquant le grand méchant, car lui-même deviendra le danger du monde. Et pour remédier à ça, nous avons les plus de 900 chapitres de build cette fois-ci autour de Luffy et Teach qui justifieront leur affrontement final, leur opposition constante, le destin qui ne cesse de s'entrecroiser, leur symbolique tant lumineuse que ténébreuse. Si Luffy ne pouvait vaincre Imu, ironiquement, il pourra venir à bout de celui qui aura réussi cet exploit. Marshall dit Teach, le soleil contre les ténèbres, il ne pourra y avoir qu'un vainqueur. Imu sera vaincu par Teach, Teach sera vaincu par Luffy, la boucle est bouclée, Teach pourra venger les Davy, Luffy pourra venger son frère et libérer le monde des ténèbres et de quiconque s'en autoproclame le roi. Pour en revenir à ce que je vous disais à propos du fruit des ténèbres, seul pouvoir vraiment efficace face au pouvoir des fruits du démon dans leur globalité, il y a une métaphore que j'apprécie tout particulièrement pour représenter le symbole et le destin de ces deux pouvoirs. Généralement, dans chaque histoire et mythe de notre monde, il y a celui du père se faisant tuer par un fils. On connaît très bien le mythe d'Oedipe, mais ce n'est pas le seul et je pense notamment à celui de Cronos, le roi des titans, qui tua son père Ouranos, le dieu du ciel. Un dieu siégeant dans le ciel, c'est la parfaite représentation d'Immunerona ayant donné naissance au fruit du démon. Et le roi des titans, c'est Marshall D. Teach. Non pas seulement car le fruit des ténèbres serait né d'Imu tout en provoquant sa perte, mais parce que les titans, c'est le nom qu'a donné Oda aux 10 capitaines de l'équipage de Barbe Noire. Et Teach en est leur chef, il en est leur capitaine, il en est leur roi. Alors certes, normalement, Cronos est le roi de 11 titans, il n'y en a que 10 chez Teach, mais je pense que ça laisse justement une place vacante chez lui et qu'un 11e monstre pourrait rejoindre son terrible équipage. Teach versus Imu, ça commence à avoir un petit peu plus de sens dans mon esprit aujourd'hui. Ok, alors ça c'était juste le premier sujet de cette première partie. Si vous êtes encore là, n'hésitez d'ailleurs pas à vous abonner et à liker cette vidéo pour me soutenir de façon totalement gratuite. Merci beaucoup les bros. Maintenant, venons-en au truc qui pique un petit peu plus, qui fait un peu plus mal. La défaite de Loki. Le ton est très sombre d'un coup. Alors non, détrompez-vous, je suis pas triste pour lui, mais je suis vraiment persuadé pour le coup qu'il ne reviendra pas de sitôt au combat, tout simplement car à la fin du chapitre et l'apparition de Luffy dans sa forme Gear 5, la présentation met en avant le duel Saint Nerona Imu versus Monkey D. Luffy. Voilà, c'est devenu officiellement à la fin un 1v1 et même si Loki reprend ses esprits, je pense pas qu'il retourne combattre Imu. Je peux me tromper car sa forme hybride reste toujours attendue, mais vu tous les dégâts qu'il a subis, il a de quoi rester sonné encore quelques temps. Et il n'a pas démérité. N'oublions pas qu'il a commencé cette guerre en étant déjà largement blessé. Non, du coup, moi, ce qui me chagrine dans tout ça, c'est cette scène-là. Dans toute la grandeur et l'entièreté de la zone dans laquelle il combattait, il a fallu que Loki tombe pile poil sur le bloc de glace contenant Gunko. Et pire que ça, c'est aussi pile poil à l'endroit où Ragnir tombera également, touchant le bloc de glace et le faisant fondre lentement, délivrant petit à petit la princesse de sa prison éternelle. Ah, c'est... Ouais, sacré coup de bol, hein. T'es sûr qu'il n'y avait pas une façon de moins forcer la chose, Oda? De libérer Gunko plus naturellement et fluidement, non? Parce que plutôt que là de faire tomber à cet endroit-là précis le marteau qui est la seule clé capable de la dégeler. Non, désolé, je suis pas super fan du scénario là, mais bon, c'est pas grave, continuons sur ce qu'implique cette libération. Du coup, comme je vous le disais dans les dernières reviews, Gunko sera forcément une aide dans cette fin d'Elbaf. Je ne pense pas qu'elle ait un pouvoir assez grand pour repousser Imu ou avoir un quelconque effet sur lui. Par contre, je vous disais qu'elle pourrait peut-être renvoyer Killingham et Summers sur Marie-Joise, vu que c'est elle qui les a invoqués à travers le cercle abysse au chapitre 1140. Pour le coup, ça serait vraiment bien joué de la part d'Oda d'avoir mis l'accent sur elle qui invoque les chevaliers divins et non Shamrock, car lui ne se retrouve déjà plus ici et sur Marie-Joise, mais aussi et surtout car Summers et Killingham, on en reparlera encore après, mais bien qu'ils affrontent Zoro et Sanji, ne seront pas si faciles à vaincre depuis le boost du Omen. Bref, Gunko sera forcément utile pour les protagonistes, et pour l'instant, j'ai pas la sensation que l'histoire de ses yeux et l'éveil de leur pouvoir ait un rôle à jouer là-dedans. Ça serait trop beau pour être vrai que la réponse à ce mystère soit déjà apportée. Non, Gunko sera donc une alliée mais aussi une ennemie. L'emprise qu'Imu a sur elle et la manipulation psychologique et mentale qu'il a exercée sur cette princesse depuis des décennies laissera forcément des traces. Préparez-vous à ce que Brook soit le catalyseur, celui qui la ramènera à la raison en lui chantant les chansons qui ont marqué son flashback aux côtés de Shuri et de la famille royale sur Esperia. Maintenant, et comme je n'ai cessé de le dire, c'est problématique car Gunko reste dangereuse, l'emprise d'Imu sera toujours là et on ne sait pas comment la défaire. D'un autre côté, je vais être très franc avec vous, l'option que Gunko meure sur Elbaf n'existe même pas dans mon esprit. Oda irait tuer un autre proche de Brook alors qu'ils sont tous déjà morts et qu'ils viennent de se retrouver là juste à l'instant depuis plus de 60 piges. Ah non, désolé les gars, je monte pas dans le train là parce que ça vous
voudrait dire que si Gunko meurt, son bail des yeux bicolores là déjà spéciaux n'a plus aucun intérêt, et surtout que là l'un des thèmes sous-jacents des Chevaliers Divins et d'Imu sur Elbaf, c'est de découvrir comment fonctionne la malédiction d'Imu, ses pactes démoniaques et comment les annuler. Shanks a pu s'en défaire, les géants d'Omireversi ont pu s'en défaire, maintenant il ne manque plus qu'à découvrir comment briser le lien entre Imu et ce Chevalier Divin, toujours dans une optique de les libérer de son emprise. Et puis Oda va-t-il vraiment tuer une princesse prisonnière du contrôle d'Imu? Alors là ça serait bien une première, hein. Une princesse qui n'arrive pas à être sauvée? Ah ben on n'est plus dans One Piece là. Non, moi je pense vraiment que Brook sera la clé pour briser la malédiction, lui qui a le pouvoir de la musique mais qui a aussi le pouvoir des âmes. C'est trop précis et symbolique pour que Oda ne les exploite pas. Nous verrons bien, mais il est vrai que le futur de Gunko est particulier mais aussi difficile à anticiper, ça on ne peut pas dire le contraire et c'est très bien en vrai. Pour finir, avant de passer à la partie Zoro et Sanji, je vais vous demander les bros, est-ce que vous êtes contents là? Ça y est, ça commence à vous rassurer un petit peu? Je parle bien sûr de l'attente colossale que vous aviez sur Usopp et l'incroyable force qu'il déploierait pour porter Ragnir, le marteau de Loki. Vu qu'ils sont désormais proches l'un de l'autre, c'est le moment parfait, non? J'ai jamais partagé ou particulièrement apprécié cette théorie, mais ça fait plus d'1 an que je la vois de partout. Et c'est vrai que pour le coup, Usopp a vraiment un lien avec le marteau après l'avoir utilisé pendant des années dans ses techniques. Mais est-ce que c'est vraiment possible là, genre? Est-ce que Usopp, qui ne sert à rien et ne réussit à rien depuis bien des années, pourrait vraiment porter le marteau d'un géant que même les autres géants ne peuvent d'ailleurs pas porter? Comme le dit Loki au chapitre 1143, aucun de vous ne peut soulever Ragnir. Ragnir est aussi le protecteur du fruit de Nidhogg, il doit protéger Loki qui est sans défense, et ira peut-être même jusqu'à le geler, lui et sa blessure, pour l'empêcher de perdre trop de sang. Même si je suis pas contre l'idée qu'Usopp ait un petit moment avec lui, tout ça, surtout ici sur Elbaf, je vois difficilement comment il pourrait manipuler un truc comme Ragnir et Ratatosk. Peut-être qu'ils vont communiquer tous les deux, mais malheureusement je ne vois pas le chétif Usopp prendre l'arme appartenant autrefois au dieu de la guerre d'Elbaf, même si je vous l'accorde, ça irait dans l'idée de son développement ici sur cette île et donc dans l'accomplissement de son rêve. Zoro versus Sommer et surtout Sanji versus Killingham, les deux ailes du roi des pirates se préparent à affronter les chevaliers divins qui sèment la terreur sur Elbaf. La petite particularité là-dedans se trouve du côté de Sanji, car les bros, ce dernier se remémore la discussion qu'il a eue avec Gaban, celle qui nous a été volontairement cachée au chapitre 1152. Nous découvrons alors que d'après le Mange-Montagne, Sanji a bien le potentiel pour avoir le Haki des rois, mais que pour une raison quelconque, il se dénigre et se dévalorise, ce qui va donc le bloquer, l'autodétruire et freiner ce pouvoir. Sanji va donc devoir se détacher de ses craintes pour véritablement éveiller le pouvoir de roi qui sommeille en lui. Enfin, après toutes ces années à attendre et théoriser le Haki des rois chez Sanji, ce chapitre le confirme. C'est une certitude, notre cuistot possède toutes les qualités d'un roi et c'est Gaban en personne qui le lui a révélé. J'ai regardé dans quelle vidéo j'ai théorisé pour la première fois le Haki des rois de Sanji et ça date d'octobre 2016. Bientôt 10 ans qu'ici je vous explique comment et pourquoi Zoro et Sanji avaient toutes les raisons de posséder ce pouvoir, en faisant au passage le parallèle avec Gaban que je soupçonnais aussi à l'époque de posséder cette forme de Haki. Pourtant, et malgré cette confiance que j'avais en Sanji pour dévoiler ce pouvoir, j'avais aussi un doute sur un point qui me semblait primordial. Le Haki des rois est une capacité s'incarnant en une personne capable de s'élever au-dessus des autres, une personnalité et une puissance extraordinaires. Et bien que ce soit totalement le cas chez Sanji, c'est quand même beaucoup moins marqué que chez Zoro. Personne ne remet en question le potentiel de notre cuistot, mais justement, contrairement à Zoro qui veut devenir l'épéiste ultime, le rêve et les ambitions de Sanji ne le forçaient pas à avoir ce haki. Sanji n'avait pas d'attente particulière concernant la puissance car son rêve ne le demandait pas forcément, là où Usopp par exemple, voulant devenir un brave guerrier des mers, pourrait justifier ce pouvoir au moins à travers son rêve, contrairement à Sanji. Mais du coup, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que même en tant que simple cuistot qui n'aspire pas à s'élever au-dessus d'une catégorie de combattants comme le veut Zoro, le Haki des rois de Sanji peut prendre place et cohérence à travers son rôle d'aile du futur roi des pirates. Car mine de rien, factuellement, Sanji est l'un des plus puissants combattants de l'œuvre actuellement. Tout comme Zoro, ils se sont élevés au-dessus de l'équipage de l'empereur Kaido et à part l'équipage de Shanks et quelques exceptions au sein du gouvernement, le monster trio des Mugiwara ont atteint de tels sommets qu'il ne leur reste plus beaucoup de concurrents à leur hauteur. Donc en partant de cette réalité, il me semble effectivement parfaitement logique que les plus puissants hommes du roi des pirates, le pirate ultime, aient eux aussi les qualités royales pour épauler leur capitaine dans sa longue et difficile quête de liberté. Et de toute façon, c'est précisément ce qui explique Gaban dans ce chapitre, c'est sa justification à lui en tant que Sanji de Roger, donc il n'y a même pas débat. Et puis quand bien même, n'oublions pas que parmi tous, s'il y en a un qui a du sang royal en lui, c'est bien Sanji, et ce titre de souverain se retrouve chez la quasi-totalité des utilisateurs de Haki des rois. Hancock avec Amazon
Lily, Doflamingo avec Dressrosa, les empereurs gouvernent un équipage pirate et une île, Chinjao, Oden, enfin bref, vous avez pigé. Du coup, maintenant qu'un troisième utilisateur du Haki des Rois est confirmé dans l'équipage, on peut se permettre d'imaginer qui seront les prochains, si prochains il y a. Non, parce qu'on va s'ennuyer si on n'a plus de théories à faire sur eux. En fait, à mon sens, il y a vraiment 3 candidats qui ont au moins un argument intéressant pour posséder ce Haki, sans pour autant que ce soit non plus révolutionnaire, hein. Attention. Par exemple, il y a Usopp, justement, en tant que brave guerrier des mers, en tant que foreshadowing ambulant qui sous-entendait déjà sur Onigashima au chapitre 1024 que c'était lui avec son Haki des Rois qui avait fait s'écrouler les sbires de Kaido, alors que c'était le Haki de Big Mom. Lui, il avait aussi son alter ego Sogeking, le roi des snipers, donc on est encore dans le thème royal, mais aussi et surtout dans le thème d'un meilleur combattant dans sa catégorie, à savoir les tireurs d'élite. En plus, on n'a jamais vu de sniper avoir le Haki des Rois, ça serait une belle première. Mais le problème, c'est que depuis l'ellipse, le développement d'Usopp n'existe pas. Contrairement à un Sanji qui, sans vraie justification, peut débloquer le Haki des Rois tout en nous paraissant logique. Usopp, qui avait à l'époque le scénario de son côté, pour obtenir ce pouvoir, là, aujourd'hui, totalement contre lui. Au point même où je trouverais ça mauvais qu'il puisse éveiller ce Haki des Rois là maintenant, alors qu'il n'a rien fait pour depuis bien longtemps. Donc Usopp est un bon candidat, ou du moins l'était, et Oda devra charbonner vraiment sévère pour justifier un quelconque nouveau pouvoir chez ce combattant qui ne combat plus vraiment. Le deuxième Mugi chez qui ça pourrait être intéressant, c'est Jinbei. Bon, en vrai, je suis pas fan, mais question de principe, il faudrait qu'un homme poisson ait le Haki des Rois. Et qui d'autre que Jinbei, paladin des mers, plus puissant homme poisson actuel je présume, mais aussi ancien grand corsaire. Est-ce pour autant attendu et voulu? Je sais pas, je pense pas. Dites-moi votre avis là-dessus les bros, j'arrive pas à me décider si c'est vraiment masterclass, s'il est là, ou bof à souhait, s'il dévoile ce pouvoir, je sais pas. En vrai, il y a quand même des petits arguments et généralement, ma logique sur le Haki des Rois n'est pas si mauvaise. Je me suis pas énormément trompé là-dessus. Pour finir, mais alors là, vraiment, c'est le fond du tiroir, on a Brook. Alors, en toute sincérité, je trouverais ça presque déplacé qu'Oda lui accorde ce pouvoir, mais l'auteur pourrait encore le justifier à travers son titre de roi de la Soul et de capitaine de garde d'un royaume, donc qui était quand même vraiment élevé hiérarchiquement. Pour autant, je ne pense pas que ça arrivera car Brook, à travers son fruit des âmes, peut déjà avoir un peu le même effet qu'un Haki des Rois basique. J'entends par là qu'il peut influencer et toucher les âmes de ses victimes et qu'il peut développer ça au point où il pourra faire évanouir les âmes un petit peu plus faibles. Ça serait son Haki des Rois officieux à lui et pas forcément utile non plus, vu que maintenant on veut des mecs capables de l'enduire comme du Haki de l'armement et de l'utiliser pour vaincre les chevaliers divins. Maintenant, moi il y a quand même une autre théorie que je vous ai fait l'année dernière que j'adore toujours autant, qui confère le Haki des Rois à tout l'équipage et ce, sans incohérence. Ouais. Carrément. En gros, avec le coup des démons d'Imu qui ne peuvent être apparemment vaincus que par une utilisation du Haki des Rois avancé, tout en représentant ce qui semble être les ennemis finaux des Mugiwara, on se retrouve avec bien 70% des membres de l'équipage avec quasiment aucune utilité s'ils n'ont pas ce pouvoir. Comment pallier à ce problème? Pour qu'Oda n'ait pas à éviter toute interaction entre les chevaliers divins et les Mugiwara qui n'ont pas ce pouvoir, il peut avoir recours à un procédé qui nous a été dévoilé très récemment à la fin d'Egghead. Qu'était-ce donc? Le nœud de Haki des Rois, mes amis. Celui utilisé par Emmett, libérant le Haki de Joy Boy qu'il avait scellé en lui. On ne connaît pas encore tout le procédé et toute l'utilisation de ce nœud, mais si ça a déjà été fait par le passé, ça peut être refait aujourd'hui, encore plus quand Joy Boy et Luffy possèdent le même pouvoir. Tout ce que Joy Boy pouvait faire, Luffy pourra aussi le faire car Luffy sera encore meilleur que Joy Boy et devra le dépasser. En sachant donc que la technologie des cordes déployant une puissance est déjà utilisée par Nami après l'avoir apprise sur Wezoria, il n'y aurait plus qu'à remplacer le vent généré par du Haki des Rois plus précisément, celui de Luffy ou même de Zoro et de Sanji qui eux seront aptes à utiliser sa forme la plus avancée. Ce qui fait que Nami, tout comme Franky, Robin, Chopper ou même Usopp pourraient utiliser du Haki des Rois dans leur combat, celui de leur capitaine. Bien sûr, ça serait un coup unique et même sans avoir cette capacité en eux, ils devront redoubler de stratégie et d'ingéniosité pour outrepasser la puissance de leur adversaire. Donc ouais, je pense que pour compenser l'absence du Haki des Rois chez certains d'entre eux et pour quand même pouvoir les faire combattre les démons d'Imu, les Mugiwara utiliseront à nouveau ce système de cordes. Voilà, bon par contre de base on parlait de Sanji et là c'est lui qui est à l'honneur, il va combattre Killingham et on peut déjà essayer d'imaginer ce qui nous attend. Déjà Killingham c'est un objectif particulièrement important qui doit être mis hors d'état de nuire très rapidement car c'est de lui que vient Zaza, la divinité de la pluie qui kidnappe les enfants. Normalement le combat ne devrait pas s'éterniser puisqu'il y a un véritable compte à rebours sur Sanji, il va devoir faire ça très vite et surtout très bien. Je pense que sa première utilisation du Haki des Rois sera bancale. Comme d'habitude il devra subir les attaques et la puissance de son adversaire avant le déclic
technique lui permettant de dévoiler ce haki. Bien sûr, pendant ce temps-là, on aura des flashbacks qu'on n'a peut-être jamais eu auparavant, notamment durant son entraînement avec Ivankov ou même avec Zeph, ce qui ferait un bon parallèle avec Zoro qui avait son flashback avec Kozaburo lorsqu'il a dévoilé son haki des rois. Je sais pas si Oda ira dans l'extrême et fera entièrement perdre les chevaliers divins, mais il serait plus judicieux pour lui de nous montrer Sanji commencer à utiliser son haki des rois, commencer à comprendre la logique autour de ce pouvoir, réussir à blesser Killingham et même à le repousser sans pour autant le vaincre entièrement. Il faut qu'on ait encore un petit peu de tension. Si Killingham et Summers sont vraiment vaincus là, ici, maintenant, notamment par un Mugiwara qui n'a même pas encore dévoilé 1% de son haki des rois avant aujourd'hui, ça va pas le faire et c'est ce que je redoute le plus personnellement. Déjà que je voudrais pas voir Zoro vaincre Summers trop facilement alors que lui son haki des rois était déjà évident depuis une dizaine d'années, alors Sanji ça serait une catastrophe. N'oublions pas aussi que derrière les possibles victoires que pourraient sortir Zoro et Sanji face à eux, leurs adversaires sont sous l'effet du Omen qui n'a plus rien à voir avec les chevaliers divins que Gaban avait l'habitude d'affronter par le passé. Le Omen accorde une régénération phénoménale mais aussi un énorme gain de puissance comme ça a été démontré dans les chapitres 1180 et 1182. Summers ira même jusqu'à se qualifier de Super Summers, prouvant alors qu'il a atteint un niveau bien supérieur grâce au Omen, alors qu'il était déjà quasiment invulnérable, rappelons-le. Donc maintenant que Zoro et Sanji utilisent leur haki des rois avancé pour les vaincre, ils ne seraient peut-être pas vraiment vaincus dû au power-up conféré par le Omen, qui est un nouvel élément à prendre en compte dans ce rapport de puissance. Qui dit nouveau haki pour Sanji dit aussi nouvelle technique et style de combat. Lorsque Zoro a dévoilé son haki des rois face à King, il a développé le style du Seigneur des Enfers à trois sabres. Derrière ce nom pompeux, il y a une vraie logique puisque Zoro fait le rappel à la fois aux enfers, auxquels il est directement lié par les démons qu'il incarne, et la lame d'Oden qui a le nom du roi des royaumes des morts, Enma. Mais aussi par le titre royal de Seigneur, autre rappel à Enma, mais surtout à la condition du haki des rois, avoir la volonté et la puissance d'un roi. Donc en vrai de vrai, la technique du Seigneur des Enfers de Zoro lui est parfaitement adaptée. La logique voudrait alors que pour Sanji ce soit la même chose, qu'il développe un nouveau style utilisable en même temps que son haki des rois. Alors problème, dans le monde des démons, entre Zoro et Ymue, j'en passe, les places commencent à coûter très cher. Sur quelle entité Sanji pourrait-il baser son prochain power-up? Si on reste dans la logique de son Ifrit Jamb, il pourrait chercher un démon dans les textes islamiques, car un Ifrit est une créature s'apparentant le plus au principe d'esprit démoniaque dans leur mythologie. C'est pourquoi Sanji pourrait incarner dans ce power-up Iblis, le chef des démons des mythes islamiques. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est que Iblis est lui-même l'équivalent de Lucifer. Son histoire est quasiment la même, ce qui permet à Oda de faire un nouveau parallèle à celui que l'on connaîtra plus tard comme le diable, un nom que Sanji a longtemps arboré dans sa technique Diable Jump. Il y a donc cette option que je trouve ma foi très sympa et assez cohérente, ou alors en restant dans la même logique de roi démon, c'est l'avatar d'Asmodée que Sanji pourrait incarner. Asmodée apparaît dans les trois religions monothéistes, celle qui inspire donc Sanji dans ses techniques de Diable Jump et Ifrit Jump, et serait considérée comme un roi démon. Parfait power-up pour le haki des rois de notre cuistot du coup. Pas seulement, et là c'est intéressant car ça fait beaucoup de rapports avec Sanji, Asmodée est aussi appelé le démon de la luxure. Le principal vice de Sanji est de sa perversion, pas besoin de vous faire un dessin. Il est aussi appelé le démon de la colère, et c'est vrai que je trouve Sanji dans le Monster Trio est celui qui laisse beaucoup plus parler cette émotion que les autres. Sur Thriller Bark, il ira même jusqu'à s'enflammer en s'énervant. Mais finalement, le meilleur raccord à Sanji qu'on puisse faire se trouve dans la description du Wikipédia anglais d'Asmodée. Il est dit dans la pensée chrétienne, je cite, Asmodée était généralement dépeint comme un bel homme, courtois et attachant, cependant il était souvent représenté boitant, une de ses jambes étant soit griffue, soit celle d'un coq. Sanji est un bel homme, classe, avec une bonne éducation courtoise, qui est aujourd'hui connu comme Sanji à la jambe noire, tout comme Asmodée qui est représenté avec une particularité à l'une de ses jambes. Comble de l'ironie, le coq est l'animal représentant le chef cuisinier à bord d'un navire, littéralement, Sanji est un coq en tant que cuistot marin. Alors est-ce que l'une des jambes de Sanji va subir une déformation ou une particularité pour coller davantage à la description quasi parfaite du roi démon Asmodée? Moi perso l'idée me semble tout à fait raisonnable, vas-y Oda, je suis totalement prêt à voir le Asmodée Jump, balance quand tu veux. Nous allons conclure la partie de Sanji par ce qui semble être finalement l'une des choses les plus importantes le concernant lui et son haki des rois. Son autodestruction, sa dévalorisation. Qui l'eût cru, mais c'est ce qui le bloquait depuis tout ce temps. L'enfance de Sanji l'a conditionné dans cet état d'esprit. C'est un raté, un échec, une honte, renié par sa famille. Qui aurait voulu s'en débarrasser dès que l'occasion s'en présentait? À ce moment-là, son esprit s'est brisé et les plaies de ses blessures se sont réouvertes sur Onigashima quand son exosquelette s'est développé. Entre vouloir devenir plus puissant et refuser la technologie de son bourreau, de
combat de Sanji était particulièrement difficile et surtout intime. Ouais, moi je comprends qu'aujourd'hui, il ait cette difficulté à s'accepter et surtout à valoriser une puissance qui pourrait en partie venir de la science de son père. C'est à mon sens pas pour rien que dans la cover de ce chapitre, on retrouve justement un Sanji sous forme de caneton martyrisé par d'autres de son espèce sous l'apparence de Juge et ses frères. C'est le rappel à son complexe de cette fin de chapitre et le manque de confiance qu'on lui a inculqué bien malgré lui. En tout cas, ce qui m'a le plus étonné dans tout ça, c'est que Gaban soit capable de détecter autant de choses en quelqu'un rien qu'en le voyant. C'est fou ce que le haki l'observation est capable d'offrir comme pouvoir à ceux qui l'utiliseraient à son maximum. Enfin, j'imagine que c'est du haki l'observation, ça peut ressembler à de la voix de toute chose, mais sur l'équipage de Roger, seul le capitaine et Oden le possédaient. Gaban ferait donc premier degré un très bon psy, du coup. Allez, maintenant qu'on a passé pas mal de temps sur Sanji, parlons un petit peu de Zoro, qui se prépare à lui aussi combattre un adversaire des plus redoutables. Le Seigneur des Enfers affronte donc Sommers tout en faisant preuve d'une confiance absolue en Sanji. Il assure à son adversaire que Killingam est déjà mort, une belle preuve de la confiance régnant entre les Mugiwara mais aussi entre les ailes de Luffy. Pour être honnête, moi ça m'a systématiquement ce genre de scène, je vais pas vous mentir. Moi quand Zoro et Sanji vantent l'un ou l'autre à leur ennemi, je peux pas m'empêcher de jubiler intérieurement et de trouver encore plus d'intérêt à leur rivalité. Elle ne fait qu'embellir la confiance qu'ils se portent respectivement. Non mais moi c'est un kiff, il m'en faut pas beaucoup, mais c'est mon petit péché mignon dans le chapitre, ma petite dose de sucre, voilà. Donc concernant le combat entre Zoro et Sommers, écoutez, en vrai de vrai, je ne vois pas de grande différence au scénario que je vous ai exposé entre Sanji et Killingam, vu que ces deux combats marcheront probablement en miroir. Donc Zoro va forcément réussir à améliorer son haki des rois et son utilisation durant son combat, il va comprendre comment l'utiliser et tout ça, il va naturellement gagner en puissance, dévoiler de nouvelles techniques peut-être même, et réussir à blesser davantage Sommers qu'il ne l'aurait fait normalement. Oda, écoute-moi bien, on attend toujours le retour d'Ashura dans le style du roi des enfers à trois sabres. Je pose ça là. Par contre, malgré tout ça, je pense pas vraiment que lui et Sanji viendront à bout de leur adversaire. Comme je le disais, déjà ils ont toujours dans l'esprit que les chevaliers divins sont aussi faibles qu'ils étaient quand ils les ont vaincus plus tôt, et pareil du côté de Gaban, il n'a strictement aucune idée du power-up qu'ils viennent de subir à travers le don conféré du Omen, donc je dirais simplement que la régénération des chevaliers divins, leur résistance et leur pouvoir seront supérieurs à l'utilisation encore pas totalement au point du haki des rois de Sanji et de Zoro. Zoro est quand même censé se débrouiller un petit peu mieux que le cuistot, mais on verra que le problème ne réside non pas dans les Mugiwara et leur manque de puissance, mais surtout par le buff absolument pété conféré par Omen. C'est pourquoi je vois aussi un intérêt particulier à la libération de Gunko, là quand le combat de Zoro et Sanji commence, car elle pourrait être utilisée afin de mettre un terme au combat des Mugiwara sans provoquer la victoire ou la défaite d'un camp ou de l'autre. Car réfléchissez bien aux enjeux scénaristiques que signerait la victoire des Mugiwara sur les chevaliers divins, qui plus est qui sont boostés au Omen. Ils ne représenteraient définitivement plus aucun danger pour l'équipage dans la guerre à venir. En fait, concrètement, si Zoro et Sanji battent leur adversaire là maintenant, ils n'auraient strictement aucune raison de les affronter à nouveau durant la guerre finale, car l'issue serait déjà décidée. Et ils ont gagné une première fois, ils gagneront forcément une deuxième fois. C'est un peu comme si Oda avait fait combattre King et Queen dans la première partie de Wano Kuni, que Zoro et Sanji les avaient vaincus, et que rebelote, durant la partie d'Onigashima, il refaisait les mêmes match-up, les mêmes combats. Ça n'aurait pas de sens, parce que le lecteur saurait déjà à ce moment-là que les Mugiwara gagneraient haut la main, puisqu'ils l'ont déjà fait une fois auparavant. Donc là, c'est la même chose pour les chevaliers divins. Si les protagonistes l'emportent sur eux, alors ils n'auraient aucune raison de les affronter de nouveau à l'avenir. Surtout s'ils sont aujourd'hui sous l'effet d'un boost de puissance, les rendant encore plus puissants. Et du coup, c'est la même chose pour Luffy contre Imu, dont le combat commence officiellement aujourd'hui dans cette fin de chapitre. Il est littéralement trop tôt pour provoquer une victoire des protagonistes, et si ça venait à être le cas, alors le gouvernement serait fini aujourd'hui même. Ça n'a aucun strict sens. C'est pourquoi ces combats qui se préparent serviront justement à préparer la guerre à venir, à donner un aperçu de la puissance nécessaire aux protagonistes pour vaincre leur ennemi, à leur faire réaliser quel pouvoir ils affrontent et quel pouvoir ils auront besoin pour en venir à bout. Il y aura aussi cet aspect de révélation, je pense notamment chez Imu versus Luffy, qui concerne littéralement Imu face à l'homme incarnant le nouveau Joy Boy de cette ère. Ça a d'ailleurs commencé dès que Imu a vu la forme Nika de Luffy. Te voilà enfin Joy Boy, il revoit cette forme dans laquelle Joy Boy a combattu les 20 royaumes qui formeront plus tard le gouvernement mondial, et donc la forme dans laquelle Joy Boy a combattu Imu. Si Vegapunk a été celui nous ayant le plus révélé de choses autour de Joy Boy jusqu'à présent, Imu risque de largement lui voler la couronne et nous mettre en avant de nombreuses choses que nous ne savons absolument pas sur le siècle oublié. Alors je pense que c'est un petit peu tôt encore, mais vous savez qu'il y a quand même un monde où un nouveau flashback pourrait se déclencher, celui du siècle oublié. On a l'antagoniste du deuxième monde, littéralement l'origine du mal, face au héros qui va devoir, comme le disait Barbe Blanche au chapitre 500,
576 portait sur ses épaules tous ces siècles d'histoire. Parce que quand on prend 5 minutes de recul là, c'est vraiment historique ce qui se passe actuellement. Luffy affronte officiellement le roi du monde. S'il n'y avait pas Barbe Noire et tout ça, ce combat signerait totalement la fin du manga. Ça serait le combat final de One Piece. Après ça, plus rien, que dalle. Révélation sur les mondes du Harley, révélation sur le siècle oublié, sur Joy Boy, sur Nika et j'en passe. Ça devient une vraie possibilité cohérente en plus de ça. Maintenant, concernant mes attentes sur le combat lui-même, écoutez les bros, je vais pas vous mentir, je vous ai déjà tout dit à plusieurs reprises dans les dernières reviews. Ce qu'il faut retenir, c'est que tout comme Zoro et Sanji, qui ne parviendront pas à vraiment vaincre les chevaliers divins, Luffy ne vaincra pas non plus Imu et pourra même subir une très grosse défaite. Dans l'ensemble, il va quand même évoluer au fil du combat, son haki et son haki des rois se peaufineront, ses techniques seront sûrement encore plus originales et globalement, Luffy n'aura jamais été aussi puissant qu'il l'est aujourd'hui. Mais le problème vraiment dans toute cette histoire, c'est que contrairement à tous les autres antagonistes qu'il a affrontés et vaincus, et écoutez-moi bien, c'est très important, il y a quelque chose qui fait toute la différence chez Imu dans ce combat. C'est que Imu, lui, a déjà vaincu l'utilisateur de ce fruit. Pour être plus précis, là où tous les ennemis qui a affronté Luffy se sont retrouvés surpris à un moment ou l'autre de ses pouvoirs, en particulier depuis l'éveil de Nika, Imu, lui, sait parfaitement comment il fonctionne. Il sait même plus de choses à propos des pouvoirs de Luffy que Luffy lui-même. Et ça fait vraiment toute la différence, car peut-être que le Ito Itonomi modèle Nika a une faiblesse particulière, une faiblesse qui ne nous a jamais été révélée jusqu'à présent, mais une faiblesse qui a été exploitée par Imu pour vaincre Joy Boy. Luffy ne part donc avec aucun avantage concret dans ce combat, au contraire, lui ne sait pas à qui il a affaire, alors que son adversaire sait quasiment tout de lui. C'est pourquoi ce combat est si spécial comparé à tous les autres depuis le début, et c'est pourquoi les prochains chapitres risquent d'être palpitants. Entre ça, les possibles flashbacks et révélations du siècle oublié, ainsi que les nouveaux pouvoirs que vont commencer malgré tout à développer nos protagonistes. Nous sommes partis pour de très très bons chapitres les bros, ne les loupez surtout pas. En tout cas, nous arrivons doucement à la fin de cette review. Est-ce que vous l'avez apprécié? Est-ce que déjà vous avez kiffé ce chapitre? Dites-moi tout ça en commentaire et je le répète une deuxième fois, mais un petit like ou un petit abonnement là comme ça en passant, si vous avez toujours pas rejoint l'équipage, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, ça serait top. Nous allons nous quitter là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine les bros, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous et de vos proches, et buvez de l'eau aussi, c'est très important. Peace les bros.